Ah, ça y est, ça marche. Oui, ça marche. Ok, on est bon. Alors, présent. Absente. Là. Alors on était resté sur là on avait deux chevaux qui tractaient péniche avec chacun une force F1, F2 orienté à 45 degrés par rapport à l'horizontale. Et on voulait remplacer ces deux chevaux par un seul bateau qui tracte la péniche avec exactement la même force. Donc au final, en fait, ce que l'on veut, c'est trouver la force équivalente qui est égale à la somme de ces deux forces, de F1 et de F2. Donc qu'est-ce que ça va donner? On doit dessiner la somme de ces deux forces. Comme elles sont identiques, orientées à 45 degrés chacun, si je reporte le vecteur F2 à la suite de F1, ça va me donner quelque chose qui est... Et donc au final, la force équivalente, elle correspond à ce vecteur. Ça, c'est ce qu'on appelle force équivalente. D'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est trouver cette direction, cette norme, son sens. Et on voit directement, en faisant ça, il y a deux composantes à nos vecteurs. On va donc décomposer les forces F1 et F2 en fonction de leurs composantes. Est-ce que vous avez déjà vu un peu la trigonométrie en maths? Oui. Donc, ce que l'on va faire, je vais créer un repère dans mon système orthonorme, X, O et Y. Et je vais essayer de définir les coordonnées de mes vecteurs dans ce repère. Alors, c'est quoi les coordonnées d'un vecteur? C'est sa position pour déterminer la position où il est. On ne va pas. C'est son point de départ et son point d'arrivée. Par rapport à l'axe d'exercice et aussi par rapport à l'axe des ordonnées. Donc en fait, si je veux trouver les coordonnées du vecteur F1, il a une coordonnée suivant X et une coordonnée suivant Y. Sa coordonnée suivant X, elle est égale à ceci. D'accord? À sa projection sur l'axe des X. Et sa coordonnée suivant Y, elle est ici. Ah, ok. Donc en fait, est-ce que vous êtes d'accord que là j'ai un triangle de rectangle? Oui. D'accord? Et vous connaissez les relations de trigonométrie dans les triangles rectangles. Le côté, par exemple, le sinus de l'angle est égal à côté Opposé de l'hypoténuse. Très bien. Ça, on va le rappeler. Pour s'en souvenir, Socatoire. Ah oui, casse-toi. Non, c'est Socatoire. Non, plutôt casse-toi, c'est plus facile à souvenir. Monsieur, vous avez oublié le H. C'est pas grave, je le rajoute après. Donc, vous savez que le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Le sinus, c'est l'opposé Sur l'hypoténuse. Et la tangente. Et la tangente, c'est sur l'adjacent. D'accord? Donc, tout ce qui nous intéresse, c'est d'abord de trouver cette composante du vecteur F1 suivant l'axe des X. C'est-à-dire, par rapport à l'alpha, c'est quel côté? Comment? Par rapport à l'angle alpha, la composante suivant l'axe des X de F1, c'est quel côté? Ce truc-là. Par rapport à notre angle alpha. L'opposant? L'opposé? Non, c'est l'adjacent. D'accord? J'ai pas compris ça. L'hypoténuse, c'est la norme du vecteur F1.
D'accord. La longueur de l'hypoténuse, c'est la norme de F1. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on a cosinus, pardon, cosinus de l'angle alpha, c'est égal à quoi? L'adjacent, donc la composante que l'on recherche, on va appeler F1 suivant l'axe des x, divisé par la norme de F1. D'accord? Et donc F1x, on peut dire que c'est égal à quoi d'après cette équation? X est égal à Il y a la cos de x. Cos alpha. Fois F1. Donc on va dire que c'est F1 multiplié par cosinus de alpha. On met rien en carré. Non, pourquoi? Hein, Non, parce ça que c'est dans maintenant, le théorème. C'est quand même nickel. Qu'est-ce que je peux encore dire sur la projection? Donc ça c'est F1x. Là, la projection de la coordonnée du vecteur F1 sur l'axe des ordonnées. Vous êtes d'accord qu'on le retrouve ici? Oui. Ça et ça, c'est la même longueur. C'est pareil. Ce côté par rapport à l'angle alpha, c'est lequel? Celui-là. c'est l'opposé. l'opposé. L'opposé, on fait intervenir l'hypothèse, le sinus. Donc ce qu'on peut écrire, c'est que le sinus de l'angle alpha, c'est l'opposé F1y divisé par l'hypoténuse F1. F1. Donc F1y, la composante de la force sur l'axe des y, ça va être F1 Fois sin fois alpha. sinus alpha. D'accord? Donc ça, c'était pour la force F1. Juste pourquoi on met pas les flèches à F1x? Parce que c'est des composantes, c'est des coordonnées. D'accord? Donc c'est des valeurs. Alors ça, c'était pour F1. On va faire la même chose pour F2. Donc F2, c'est ce vecteur. C'est celui qui est en dessous. Ok? On a notre angle alpha qui est ici. Quelle est la composante? Donc pareil, on va regarder F2. Il a une coordonnée suivant x et il a une coordonnée Sans suivant y. y. Ça, j'en ai plus besoin, j'efface, c'était mon boulot. La coordonnée du vecteur F2 sur l'axe des x, c'est celui-là. C'est comme tout à l'heure au final. Oui, c'est le côté Par rapport à adjacent. l'angle alpha, c'est quel côté? Le côté adjacent. Adjacent. Côté adjacent, on peut dire que le cosinus de l'angle alpha, c'est le côté adjacent, c'est-à-dire la coordonnée du vecteur F2 suivant x, divisé par l'hypoténuse, la longueur de F2. C'est un peu compliqué. Franchement, je comprends. Non, ça va. Donc, on peut dire que f de x, c'est F2 multiplié par cosinus alpha. Et c'est là la résonance. Je vais faire la même chose pour la coordonnée suivant y. La coordonnée suivant y, elle est ici. F2, y. Vous êtes d'accord? Oui. Là, on avait ici F1 de y. Qu'est-ce que vous pouvez dire déjà entre F1y et F2y? Ils sont parallèles. On ne parle pas de parallèle, on parle de coordonnées. Là, ça ne peut pas être des parallèles. Ils sont opposés. Très bien. C'est son opposé. Vous voyez bien que F1y était au-dessus de l'axe des abscisses, était compté positivement. Donc F de y sera de quel signe? Négatif. Négatif. Maintenant, vous savez donc déjà que F2 de y, ça va être moins quelque chose parce que ça va compter en négatif. Comment le calculer? F2 de y, c'est cette longueur qu'on retrouve Ici. Ce côté, c'est le côté Opposé. opposé à l'angle alpha. Et donc, on dit que sinus de alpha, c'est F2 de y sur F2. Et donc, F de y, c'est F2 fois sinus alpha, sans oublier le signe moins, parce que la coordonnée est négative. Raphaël, c'est une question.
Bah, c'est juste pour savoir, parce que tout à l'heure on a fait cos alpha égale F1x sur F1x sur F1. F1. Et du coup, F1x sur F1 égale F de x sur F2. Alors, dans ce cas-là, oui, parce que les angles alpha sont identiques. Ah oui, D'accord. Alors, justement, maintenant, ce qu'on va faire, une question. Oui. Pourquoi pour f de y, on doit faire moins, mais pour sin de alpha, on met pas moins? Alors, parce que le sinus, quand on fait un calcul de sinus, c'est un rapport de longueur. Ah, donc il n'y a jamais positif et Il n'y négatif. a pas le signe, il n'y a pas les plus ou les moins. Ok. Par contre, lorsqu'on regarde les coordonnées du vecteur, il faut voir si la coordonnée sera comptée positivement ou négativement. Donc, toi, tu as bien la longueur, f de y, mais comme elle est dans l'axe de côté négatif de ton axe, tu vas compter en haut. D'accord? Et maintenant, on va appliquer notre relation vectorielle sur ces coordonnées. On a les coordonnées du vecteur équivalent qui doivent être égales à la somme des coordonnées de F1 et de F2. Pour faire ça, on va faire notre système. On va donc avoir que F équivalent suivant X, c'est F1 suivant X plus F2 suivant X. On aura la même chose pour Y. Suivant Y, ça va être F1 suivant Y plus F2 suivant Y. D'accord? J'ai simplement traduit une équation vectorielle suivant les composantes, les coordonnées de mes vecteurs. Alors, maintenant, je n'ai plus qu'à remplacer. Je vais avoir que F équivalent suivant X, ça va être F1 plus alpha plus F2 plus alpha. D'accord? Et F équivalent en Y, ça va être F1 plus alpha moins F2 plus alpha. Alors, j'ai simplement additionné les coordonnées. Et on va continuer à résoudre un système. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sur F1 équivalent X, la coordonnée de la force équivalente suivant X, on peut factoriser par cosinus alpha. Vous êtes d'accord? Oui. Et cos alpha, facteur de F1 plus F2. Et suivant Y, je peux faire la même chose. Et par sinus alpha, ça va être F1 moins F2. Alors, qu'est-ce qu'on a dit sur les forces F1 et F2? Elles étaient égales à combien? 900 newtons. C'était les mêmes. Donc, elles sont toutes les deux égales à 900 newtons. On va donc faire notre application numérique. Et on va avoir F équivalent suivant X, c'est cosinus de 45 degrés, multiplié par 900. Et F équivalent suivant Y, ça va être sinus de 45, 900, moins 900. Il nous reste quoi? Bon, ok. Alors, 900, 900. C'est parce que l'angle, on le connaît. Alors, oui. Donc là, on doit faire cos 45. Ouais. Et si on met le signe fois, ça fait cos 45 fois 900 fait, plus 900. Cos 45 fois, enfin F équivalent X, ça fait 1972,79. Donc je vais oublier comment. Ah non, parce que tu as factorisé avant. Donc là, je trouve 636 newtons. Et là, j'ai pas besoin de ça, c'est suivant X. Et suivant Y. Ça fait moins? Zéro. Pourquoi 0? Ah ben Parce le... que Non, je vecteur me suis nul. trompé, attendez. 900 moins 900, ça fait 0.
Mais c'est le double, monsieur, c'est 1272. Ah, ah oui, pourquoi, donc c'est 1272. Et pourquoi il a dit Ah bah, Au final, qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas son calcul. Ça veut dire que le vecteur force équivalent, il est dirigé comment? Il est uniquement horizontal. Vous êtes d'accord? Il n'a pas de composante sur l'axe de Y. Et sa valeur, c'est 1273 newtons. Comparé aux deux chevaux qui devaient tirer chacun avec 900 newtons. Ben là, la force exercée est moins importante. Pourquoi? Parce qu'on a dû faire en considération la donc la force équivalente. Monsieur, On peut calculer n'importe quoi. méthode de La 45. force équivalente est horizontale. Dehors. Voilà comment vous pouviez faire la somme de ces deux forces. Monsieur, je comprends la méthode et que j'utiliserai celle-là pour la prochaine fois. Mais moi j'ai utilisé autre chose. Ça fait comment? En gros, j'ai vu que quand on a dit Ça marche. une force, ça venait. Et du coup, j'ai fait le cosinus de 40. Ça marche. Ça, c'est un cas particulier. vous pouvez m'expliquer ce que vous avez fait sur ma calculette? J'ai juste calculé. Oui, mais vous n'avez pas fait. Parce que tu aurais tapé cosinus 45, moi je sais cosinus 45, c'est racine de 2 sur 2. J'ai racine de 2 sur 2 là. Monsieur, vous êtes super fort. Non, mais j'aurais pas dû le faire. Aïe, Mais moi, je le savais On l'a fait en maths, mais bon, on a vu ça là, non? mais on n'a pas vu que c'était. On l'a vu dans les exercices, on l'a pas Ah. appris par cœur. Mais le prof, oui. Il l'a Encore retenu. heureux. Parce que. Le 23, page 246. Non, c'est celui de côté. Mais j'ai plus de place, moi. Alors dans cet exercice, un parachutiste saute sans vitesse initiale d'un hélicoptère en vol stationnaire après quelques secondes en chute libre. Ça veut dire quoi être en chute libre? Il n'y a pas la flexion. Enfin, les frottements. Voilà, c'est-à-dire que il est soumis uniquement à son Non, c'est rare. Après quelques secondes en chute libre, il ouvre son parachute. Et bien forcément, si le parachute s'ouvre, est-ce qu'il continue à être en chute libre? Non. Ah bah non. D'accord. Pourquoi? Parce que les forces de frottement s'exercent sur le parachute. Dont la valeur est proportionnelle au carré de la vitesse. F, c'est la valeur de la force de frottement. K, un coefficient de frottement. Et V, c'est la vitesse. Décrire les différentes phases du mouvement. Alors, on vous donne un graphique. Alors, je vais reproduire vite le graphique. Vous avez sur vous avez. Vous avez un truc comme ça. Et là, on est à 12. Tu as téléchargé. Donc là, c'est du temps en secondes, et ça, c'est la vitesse en mètres par seconde. Voilà ce que vous avez sur votre vidéo. D'accord. Et là, on a 7. D'accord. Voilà ce que vous avez comme graphique. Le but de cet exercice, c'est de savoir analyser un graphique de vitesse en fonction du temps. Alors, rien qu'en regardant ce graphique, ce que vous allez pouvoir faire, c'est décrire les phases. Combien de phases pouvez-vous distinguer dans ce mouvement? 3. 3, exactement. La première, quelle est La phase d'augmentation de la vitesse. Donc on parle D'accélération. D'accélération. En effet, jusqu'à une seconde,
on voit que la vitesse augmente, elle se stabilise pratiquement, on verra pourquoi après. Mais le mouvement, hein, on peut dire, alors il tombe. La trajectoire, elle va être comment? Vertical. Et donc, Rectiligne. rectiligne. Donc, phase 1. Mais Le ça augmente, zéro ça monte et ça à 12 secondes. Le mouvement C'est un est rectiligne accéléré. Ça, voilà, ça reste. Alors après, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça va jusqu'à 16, là, à peu près. Ok. La phase 2. Donc de 12 secondes jusqu'à 16. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est quand il décolle pas. Vas-y. Quand il décolle pas, tu peux ralentir. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est le temps. Pas forcément. Si il fait 500 kilos, Ah non. À 12 secondes, qu'est-ce qu'il fait le parachutiste? il déplace son parachute. Il ouvre le parachute. Et il remonte d'un coup. Alors, est-ce qu'il y a un... Mais on monte pas. Même pas tout le temps. On dirait, Il ralentit en fait. C'est Il ralentit. c'est un parti. Exactement. Donc, on a une phase de mouvement décélération. rectiligne décéléré. Mouvement rectiligne. On décélère, on ralentit. Et après, tout ce qui se passe dans la phase 3, après 16 secondes. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le mouvement après 16 secondes? Eh ben, il ralentit. Les rectilignes uniformes. Il est rectiligne uniforme. La vitesse, elle devient constante. Le mouvement à la phase 3 est toujours rectiligne. Et sa vitesse devient constante. Donc, à ce moment-là, le mouvement est devenu rectiligne. Jusqu'à quel moment il devient rectiligne uniforme? Jusqu'au sol. Ouais, jusqu'au moment où il touche le sol. Là, c'est. Ah, la tête devient. Soit il tombe, soit il Enfin, saute. celui qui a un petit coup de vent. Oui, bon, ça, on oublie les trucs. On néglige. Ah. Est-ce que ça va pour tout le monde l'analyse de ce graphe? C'est quoi le signe chelou là qu'il a fait là après le 0? C'est bon? Ouais, donc, Je sais pas si ça veut dire. monsieur, vous pouvez me dire ce que ça veut dire le 0? Après le 0, il y a. Jusqu'à. Ah, jusqu'à. Alors, justement, après on va analyser plus finement ce qui se passe. Comment varie la norme du vecteur du temps entre le réseau et le l'évolution de V 0 à 15 secondes. Pourquoi 15? C'est plutôt 12, non? Plutôt 16. Ah, mais le 15, c'est peut-être au niveau où il arrondit. Où ça s'arrondit là. Vous avez ça dans vos bouquins? Vous avez Oui, ça? oui, on a 0 et 15. Oui. 0 et 15. 0 et 15. Ça m'embête. Ouais, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave, on va changer le temps. Donc, de 0 à 12 secondes. Que fait la norme du vecteur vitesse? Elle augmente. Elle augmente. Elle augmente. Non mais. Ah, mais de 0 à 12 secondes. Et de 12 secondes à 15 secondes, la norme de V. Elle diminue. Oh, elle diminue puis elle est rectiligne. Non, c'est là, Voilà, c'est qu'on avait besoin de savoir. Viens de faire. 3. Bilan des forces
Zéro. Alors, c'est un peu faux, là. Si on a dit, mais bon. Non. À quelle force est soumis le système entre 0 et 12 secondes? Alors, c'est-à-dire à quel point? Bah, au poids, il est en chute libre. Donc, Juste au poids. alors justement, c'est vrai que comme c'est dit que c'est en chute libre, Normalement, il n'y a pas de parachute. Enfin, le parachute. Théoriquement, s'il était qu'en chute libre, la courbe elle devrait monter linéairement. Oui. Sauf que là, Donc, elle se stabilise un peu. Ouais. Donc, Il y a de l'air. il pourrait aussi dire qu'il y a des forces de frottement qui agissent. Maintenant, on utilise le texte. Le parachutisme est en chute libre, est considéré en chute libre de 0 à 12 secondes. Monsieur. Donc, il est uniquement soumis à son poids. D'accord? Il y a une raison à votre flèche ou pas dans la phase 1? C'est juste une flèche. Ça a déjà été demandé. c'est jusqu'à. Et tu n'en es que là? T'as pas du tout. Ah non, monsieur, je me suis inscrit. Je le demandais depuis tout à l'heure, monsieur. Et sinon, j'en suis à 3. Moi, je suis à 4. Et on se fait principalement l'aveulement. Ensuite, question 4. Lorsque le parachute est ouvert, on vous dit que la constante de coefficient de frottement est égale à 10 newtons seconde carré par mètre carré. Calculez l'intensité de la force de frottement à l'instant où le parachutiste ouvre son parachute. Donc, ce qu'on veut en 4, c'est le calcul de F, c'est-à-dire la norme de la force de frottement. On fait. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, comment faire ça? Il suffit de savoir lire. Hein, mais comme vous avez préparé l'exercice, il n'y a pas de souci, vous avez fait. Merci. Comme F est égal à 4 multiplié par la vitesse au carré. À l'ouverture du parachute, V est égal à combien? Que vaut la vitesse lors de l'ouverture du parachute? F sur K? Non. On est à 52 mètres par seconde. Moi, je dirais 53, 54. Après, c'est de la mérité. Ça, je fais pareil avec le père. Vous avez déjà fait avec plus, je pense. Après, il y a la clé. Ça pour ça? Ça, il va te le prendre quand même. Hein. Il va retourner Raphaël. Je cache quelque chose? Je pense qu'il a quelque chose. La substance ici. Alors, que vaut la vitesse lorsqu'il est sur le parachute? 52 mètres par seconde. Ah, du gaz. Mais on l'a dit. 52 mètres par seconde. Donc, comme vous connaissez la valeur de K vous est donnée, vous n'avez plus qu'à faire l'application numérique. Je vous dis
F va être égal. Donc K est égal à combien 10 newtons. 10 newtons. 10 multiplié par 52 au carré. Alors, 52 fois 52, 2 fois 2, 4, 2 fois 5, 10, 14, 5 fois 2, puis 5 fois 5, 5, 4, 4, 7, 2. Donc ça nous fait 2, 7, 4, 4, 0 Newton. C'est juste ou pas? Pourquoi 0? Parce que x 10, tu rajoutes un 0. Oui, oui, j'ai pas fait attention au fait 10. Si tu faisais parfois attention à ça. Ok, pas fait attention au 10. Alors, pour respecter les chiffres significatifs, comment on écrit ce résultat? Bon. Attention, alors Daolmo va tenter quelque chose. Eh bien, on Voyons voir. C'est trop long. Léo. 2,744 fois 10. Non. Non. Daolmo, deuxième chance. Attendez, monsieur, mais je sais pas. Bah pourquoi tu proposes? Non, t'as dit, c'est ça. Très bien. Non. Ah, 0, je sais pas. Oh, Paul. 27,4. Non. Non, monsieur. Léo. 2,7. 2,7 quoi? Newton. Non. Non, Tu vas pas dire que 2,7 c'est pareil que 27,440. Fois 10 puissance 3. 4. 4, il y a le 0. Vous êtes un peu bête hein, dans cette classe. Tu te tais. Non, Parce que 10 fois 32, ça fait 4. Allez, c'est parti. non, ça fait On est bon? Est-ce que quand on écrit 2,7, on doit... On se tait. Monsieur, mais moi, quand je fais 52 au carré x 10, ça fait 27 040. 27 040, 4 fois 4, comment ça se fait? 2 fois 2, 4. 27 000? Non, pas possible. Attendez, je réessaye. Enlève le poids 10. Au carré. 2052 au carré, 2704. C'est moi qui sais pas calculer. On a la même Non, calcul. mais ça arrive des fois. Non, mais je regarde. Et donc à la fin, ça fait... 2500. Et donc ça fait 10 puissance 5. Mais ça change rien le résultat final. Donc on a une force de frottement de 2,7 puissance 4 Newton. D'accord? À partir du moment où il ouvre le parachute. Expliquez le mouvement. Expliquez le mouvement à partir de la date t égale 16 secondes. Donc on fait la même chose pour à partir de t égale 16 secondes, qu'est-ce qui se passe? Ah, l'ouverture du parachute, elle se fait à 12. Les frottements, et du coup, si on veut additionner les vecteurs, enfin les forces, du coup, bah, on reviendra au point. Enfin, ce sera constant, en fait. C'est mal dit, Emmanuel. Arrivé à 16 secondes, le mouvement est uniforme. Donc delta G est égal au vecteur nul. Donc la somme des forces est égale au vecteur nul. Et ça, c'est Le mouvement Donc, est uniforme. Pourquoi est-ce qu'il devient rectiligne? Parce que. Non mais alors, s'il fallait, si tu pouvais être sûr de prendre la parole et donner une réponse correcte, c'est pas mal. Donc tu vas réfléchir avant. Faut tourner cette fois sa langue. Oui, toi, je serai le premier à le devoir le faire. Moi, je le fais tout le temps. Elle m'en dirait pas. Et j'ai une petite bouche et une grande langue. Exactement. D'après. le principe de À partir de 16 secondes, le mouvement est rectiligne uniforme, car D'après le principe d'inertie, les frottements compensent le poids. Vous avez fait plus la forme de frottement est égale au vecteur. D'accord?
calculer la valeur du coefficient de frottement à t égale 20 secondes. C'est loin, hein. Non, c'est bon, il n'a pas encore fait partir. Oui, ça diminue. Alors, il n'a toujours pas touché par terre à la seconde. D'accord. Sauf que le coefficient du frottement, lui, varie. D'accord. Il ne va pas être le même. On lâche. Comment vous pouvez. Donc K n'est plus égal à 10 newtons seconde carré par mètre carré. Comment vous allez pouvoir obtenir sa valeur? On va utiliser le fait que à 20 secondes, le mouvement est comment? Avec une uniforme. Avec une uniforme, donc le principe d'exercice s'applique. Donc, AT égale 20 secondes, vous pouvez dire que P plus F égale 0. Qu'est-ce qu'on a? On a le parachutiste, le poids qui est vertical vers le bas, la force de frottement qui compense totalement le poids. Quelle est la relation que vous pouvez écrire du point de vue des valeurs de P et de F? Elles sont Exactement. P est égal à 1. Or P, c'est F fois G, et F, c'est K V carré. Donc, K est égal à quoi? Des maths. Donc, K est Paul. M fois G divisé par V au carré. Très bien. Oh, franchement, ça c'est un truc facile. On n'a plus qu'à calculer. Avec les chiffres qu'on a déjà. Non. On vous donne. Quelle est la masse du parachutiste? 90 kg avec le parachute. c'est Avec le parachute. Mais tu écris. En dessous, vous avez donné. Ah, tout en bas. On prend G qui est égal à 9,80. Quelle est la vitesse du parachutiste à 20 secondes? 7 mètres par seconde. 7 mètres par seconde. On fait du 7 au carré. 7 fois 7. Et on calcule. Voilà. 7 fois 7. 49. Donc on fait 90 fois 9,80 divisé par 49. Grosso modo, on peut faire 90 fois 10, ça fait 900. 900 divisé par 50. On va faire ça. Ça fait 9,90 divisé par 5. Ça fait 18,0,9. Donc si on fait les chiffres significatifs, ça fait 18. Environ 18 newtons par seconde carrée par mètre carré. L'unité a été donnée dessus. Seconde carrée par mètre carré. 18,0. Égal. Donc on voit bien que le coefficient de la force de frottement a augmenté. Pour les chiffres significatifs, il faut prendre le plus petit, c'est ça? Le plus petit. Donc le plus petit, c'est 7,0. Depuis le temps, tu devrais le savoir. Oui, mais des fois, ça hésite. Alors. On va commencer le prochain. Donc, On a fini le cours sur les. qui dit fin du cours de principe d'inertie dit Oui. Je vais donc mettre en ligne directement le quiz sur le principe d'inertie. Je vais vous laisser jusqu'à vendredi 18h. C'est vendredi là? C'est bon, on a tout mercredi après-midi. Vous avez le mercredi et vous le jeudi, c'est cool. Et l'endroit Moi, c'est plutôt que le jeudi. Hein. Eh ben, tant pis pour toi. T'as la nuit aussi, hein, tu peux le faire en la nuit. Ah oui, pas. Ah, c'est jusqu'à vendredi 18. À partir de 18h, vous êtes en confinement, donc avec couvre-feu, donc à partir de 18h, vous êtes chez vous. Qui a Cordula? Ah, mais c'est vendredi 18h. Alors, avant toute chose, pour éviter Double ou simple? je vais montrer à tout le monde que je vais le mettre sur chrono. Comme ça, il n'y aura aucune possibilité de contestation. Je vais également l'envoyer par mail. Qu'est-ce qu'il y a par mail?
Le quiz. Mais on l'a toujours reçu par mail. Il va le mettre sur chrono. Et par mail. Oui, c'est bon. Oui, mais pourquoi il n'a pas compris un texte? Mais on le reçoit toujours par mail. 9 personnes. Mais ils sont pas beaucoup, non? Ah, c'est pour ça qu'il n'y a pas de questions. Franchement, il parle jamais. Merci. Alors, Parce que Manu, je peux prendre la photographie. Parce que j'ai pas pu copier le site. voici merci, voilà le quiz. Alors, je tiens à ce que tout le monde, quand on vous demande, entrez dans le pseudo, votre nom sous la forme suivante, c'est, n'est-ce pas, Monsieur Vergano, c'est pour vous. Le nom en majuscule en premier, donc toi c'est Vergano en majuscule. Underscore. Votre prénom avec la première lettre en majuscule, c'est tellement compliqué à suivre. Il a marqué Donc, pour rappel, le grand R, le R là en majuscule, et après tu mets des minuscules. J'ai un peu du mal avec ça. Oui, tu vois que ça a du mal. Franchement, c'est simple. C'est le truc qu'il faut faire en premier. Oh, monsieur, c'est Questionnaire HMU, c'est une seule question, une seule réponse à chaque fois. Il y a beaucoup de possibilités. Question courte. Il y a beaucoup. L'exercice 2, c'est simplement un exercice d'association. C'est-à-dire Oh, bah tu relis. L'exercice 3, c'est un crash test. Là, je vais vous éviter à crash test. C'est dans les facs d'école, ça. Ouais. le crash de la tête. Franchement, Vous tu regardes allez la le vidéo, voir. c'est vrai. Je donne les explications. Après, si vous ne les voulez pas, tant pis pour vous. Je les donne qu'une fois. Dans la question 10, je vous demande un raisonnement scientifique précis, argumenté. Ce n'est pas simplement une phrase. Je veux absolument que vous ne faites pas partie de d'utiliser le principe d'inertie, d'utiliser toutes les connaissances que vous avez eues en cours. La 11, vous avez un schéma à réaliser. Le mannequin est représenté par un point. Donc c'est simplement des vecteurs force que je vais voir apparaître. J'ai du mal à dessiner avec mon doigt. C'est pour ça que tu fais juste un point. Et l'exercice 4 est sûrement le plus compliqué. L'exercice 4, ça concerne ce qu'on appelle le thermomètre de Galilée. Le thermomètre de Galilée, en fait, en fonction de la température, vous allez avoir une des sphères qui va être au milieu. Par exemple, là, la sphère orange, la liquide orange, qui est à 22 degrés, vous indique que la pièce est à 22 degrés. Au final, on va essayer de comprendre ce qui se passe. En fait, la masse volumique dépend de la température. Donc, je vous donne une courbe qui relie la masse volumique et la température du liquide qui est à l'intérieur du liquide. Qu'est-ce qui me manque? Pas d'image. Je dois présenter les deux fois. Ah, là, je grave ou pas? Là, on puis, Merci, monsieur. Vous allez nous donner un quiz erroné. c'est gelé. C'était la question combien? On peut voir les corrections. Là, maintenant, Franchement, il faudra un truc magique. Mais c'est pas possible. ah mais oui, c'est parce que je pas mis un peu de réponse. Alors, c'est question 13. On va modifier ça de suite. Donc ça, je supprime. Et là, j'ajoute un dessin. Hop. Et on va mettre un coefficient 3. C'est cadeau. Regardez. Voilà. Mon Dieu. Et là, voilà, vous allez pouvoir faire un joli dessin également ici. Ouais. Ensuite, des calculs. Une seule réponse possible. Même calcul. C'est parti. Oh là là. Et si vous avez bien fait pour vos calculs, Oh non. à la fin, soit vous allez pouvoir en conclure que la boule orange a monté, soit elle descend. Elle monte. On verra. Une chance sur deux. Franchement, Là- j'essaye chez moi. La question, vous avez une chance sur 2, c'est pour ça qu'elle est coefficientée seulement à 0. Peut-être tu rends 10 points sur Et en fait, il va falloir que vous résumiez toutes les questions de cet exercice dans un fichier audio. Ça, c'est le pire. Oh, j'aime bien ça. Pour expliquer comment fonctionne un thermomètre de Galilée. D'accord? Donc, argumentation scientifique précise. Donc ça, c'est le plus gros coef, c'est la grosse question.
Donc en fait, on peut regarder un peu sur internet pour savoir un peu. Ah, bien sûr. Voilà. Mais il faut que tu utilises La recherche. les réponses d'avant pour pouvoir répondre. Vous devez avoir dans votre fichier audio les réponses d'avant qui interviennent. Ne faites pas une réponse de 10 secondes, ça ne marchera pas. Faut combien de temps? Pour les minutes? Mais ça dépend. J'en sais rien. Ça va dépendre, il faut une réponse. Et Mais si bon, on tu parles peut-être que ça lentement, part des- rapidement. Et si on parle comme Eminem? Sur ce, seconde 2. Je vous laisse jusqu'à vendredi 18h. C'est la conclusion. Nombre de copies maximum, c'est-à-dire quoi ça? 50. En gros, tu peux essayer 50 fois. Ensuite, je vous envoie le lien. Et là, ça va vibrer en 30 secondes. Ding, ding. Non, normalement, ton téléphone, il est un Paul. Ouais, mais j'ai pas de 4G, donc ça sert à rien. Voilà. Deadline, vendredi. 18. Ce sera combien? Mercredi 10. 12. Parce que Je l'ai fait tout à l'heure. dimanche, c'est Février 14. 2021, bien entendu, parce que je connais certains qui vont dire, mais vous n'avez pas mis l'année. Paul, quoi. Tu l'as Bon fait? courage. C'est quoi? De dire que t'as vu Belgique. Ah, c'est possible. Voilà. Hop, Franchement, j'ai envoyé plein de messages. ensuite, C'est un signe. sur Pronote. Vous allez le mettre aussi. Oui, parce qu'après, vous avez une grâce qui est pas sur Pronote, donc je ne le fais pas. Mais il y a des gens qui vous ont dit ça? Donc, nouveau. Les internets pour le 12. vendredi 12, rendu à remettre pour constructeur. Mais c'est vrai, maintenant j'ai ma boîte mail sur le nom. Ça y est. Aussi, Vous avez dit, alors Sarah, je ne sais pas si tu veux, tu écoutes, ta boîte mail et tu l'aides. Ah, mais je lui ai dit sur Instagram, elle m'a fait oui, oui. On va voir. Oui, elle est toujours pleine. Mais comment vous savez? Mais parce que le Alors, mec qui est ne l'a pas pas reçu, bah Sarah n'a pas reçu. Donc Sarah n'a pas reçu, mais parce que la boîte aux lettres du destinataire est pleine, elle ne peut pas accepter de message. Sarah, tu vides ta boîte mail. Elle est faite, voilà. Sarah, c'est une repère. C'est quoi, toi? Sur ce, Moi j'en ai 3. prochain chapitre. Oula, monsieur, Super. Super. En ligne, est-ce que vous avez tous compris que vous avez le quiz? C'est pas très actif. Non, mais de toute façon, c'est difficile d'être actif maintenant. Personne qui parle dans leur... Et parce que ils sont sérieux. Oui, mais il y en a Non, mais nous, personne on qui répond. répond. Merci. Voilà. Ça, c'est des gens sérieux. Allez, on reprend la Chine. Oh là là. Ah, la physique, c'est vraiment pas. Franchement, il n'y a que des bons élèves. Oui, je peux le faire. Mais je vais lui donner ma feuille pour que tu copies. Ouais. On revient sur le thème 1. Et on passe au chapitre 3. C'est pas combien il y en a. Eh ben, regardez. Ah ben d'ailleurs, j'ai plus de temps. Est-ce qu'il est long ce chapitre, s'il vous plaît? Ok. Alors, Ah oui. Ah, c'est bien ça. Les atomes. on s'était intéressé dans le chapitre 1 à la description macroscopique de la matière. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on décrit la matière à notre échelle? Par des mélanges homogènes, inhomogènes, miscibles, non miscibles, etc., etc. Ensuite, on avait vu dans le chapitre 2 qu'est-ce que c'était une solution.
Comment fabriquer des solutions? Par dissolution et par addition. Dans le chapitre 3, on va maintenant sonder la matière. On va rentrer à l'intérieur de l'infiniment petit et voir de quoi est constituée la matière qui nous manque. Et même, donc on va commencer par la structure de l'atome. Structure Non, mais tout le monde, moi, j'aime bien. Franchement, moi je kiffe ça. de C'est mieux que la chimie là, habituelle le soir là. C'est de la chimie. Et ben la physique. Alors, c'est un mélange de physique et de chimie. Normalement, au collège, vous avez vu de quoi était constitué un atome. Donc, on va revoir ça. Quels sont les constituants d'un atome? Audrey. Léo. Il y a des protons, des neutrons, Ok. et Alors, même là, tu vas déjà trop loin. Normalement, au collège, vous avez vu quelque chose de tout ça. Ah, nous, on avait vu quand même que là, il y a un noyau et des électrons. Voilà. Il y a trop de bruit. Un atome. Les couches électroniques. Donc ça, c'est des rappels de collège. Un atome est constitué d'un noyau. Alors, le noyau, il charge. Il est chargé comment, le noyau? Positivement. Positivement. Toujours. Chargé positivement. Et ce noyau, il est entouré par quoi? Qu'est-ce qui entoure le noyau? Des électrons. Des électrons. D'accord? Donc on va dire qu'il est entouré d'un cortège d'électrons. D'un cortège d'électrons. Qui, eux, sont chargés comment? Négativement. Chargés négativement. Et au final, l'atome, comme son noyau est positif et autour de lui c'est négatif, globalement il est comment là? Ben, Il est. D'accord? Alors, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier séparément le noyau et les électrons. Le noyau, il va intervenir dans tout ce qui est réaction nucléaire. Transformation nucléaire, lorsqu'on transforme la matière, qui est vraiment le composant même du noyau. Après, on va étudier le cortège électronique, parce que c'est dans le cortège électronique que l'on va pouvoir comprendre pourquoi une réaction chimique se fait. Qu'est-ce que c'est qu'une réaction chimique? C'est une destruction de liaisons chimiques entre des atomes et la création de nouvelles liaisons. Et ces liaisons, elles sont dues à quoi? Elles sont dues aux électrons. D'accord? Donc ça va être tout un chapitre qu'on va voir par la suite. Mais d'abord, il faut vraiment comprendre de quoi est constitué un atome. Donc, je vais commencer par étudier le noyau. D'accord? Alors, pour le noyau, je vais faire un petit schéma récapitulatif sur la droite. Donc, dans votre noyau, donc ça, certains, vous l'avez vu. Il y a deux types de particules dans le noyau. Lesquelles? Maïs. Neutrons et protons. Exactement. Des protons. Et des neutrons. j'ai l'impression que c'est même cours. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de pas de connaître par cœur les valeurs que je vais vous demander, puisque je vous les redonnerai à chaque fois, mais d'avoir leur ordre de grandeur. ils sont appelés nucléons aussi, je crois. Alors, l'ensemble des protons et des neutrons, c'est ce qu'on appelle des nucléons. En réalité. Donc, les nucléons, c'est tout ce qui constitue un noyau. Et dans les nucléons, il y a deux termes, les protons et les neutrons. Et comment on les différencie, les deux? Les neutrons, c'est neutre. Voilà, les neutrons c'est neutre, et les protons, C'est positif. oui. Donc il n'y en a En pas fait, de négatif. Vous d'abord regarder la masse d'un proton, c'est à peu près 1,673 10 puissance moins 27 kg.
la masse d'un neutron. Ah, mais ça, c'est marrant. Bah, là, si on n'a pas le matériel. Ouais, là, ça doit aller mieux normalement. Pourquoi on fait pas avec la caméra de l'ordi? Parce que ça marche plus. Ah, ça marche plus? Vous zappez Oui. le câble. Non, mais non, il n'y a plus rien qui marche de toute façon, donc je suis obligé de passer par mon téléphone. Ah, beaucoup mieux. Ok, cool. Bon, donc je reste, je vais pas devant l'écran. Alors la masse d'un neutron, je vais juste vous écrire ce que c'est. Ça ressemble presque à la masse d'un proton. C'est 1,675 qui sont à rajouter. Alors ça va avoir son importance. Cette légère différence de masse entre les protons et les neutrons, ça va nous permettre d'expliquer toutes les transformations nucléaires. Et on va avoir tout un chapitre. On va faire transformation physique, transformation chimique, et ensuite on va étudier les transformations nucléaires. Donc, comment ça fonctionne la fusion nucléaire, les bombes atomiques, etc. Tout ça, on va expliquer un peu comment. Et en fait, comment on arrive à créer de l'énergie nucléaire? Ben, c'est grâce à cette toute petite différence de masse entre les protons et les neutrons. D'accord? Ah, il rajoute de... Alors, ensuite, ce qui m'intéresse, c'est la charge. La charge d'un proton, on va dire que c'est plus Pourquoi c'est E. Où E représente la charge élémentaire. C'est 1,602 10 moins 19 C. Est-ce que vous savez ce que ça représente? C'est carbone? une unité. C'est l'unité de la charge. Kelvin. Alors, comme le kg c'est kilogramme, c'est l'unité de la masse, c'est l'unité de la charge. Vous n'avez jamais entendu parler? Non. Le coulomb. Ah si, le coulomb. D'accord. Ah oui, mais tu vois bien Le colon, Maintenant que vous le colon, dites. oui, mais le Avec deux L. Allez, un neutron, bah lui Christophe comme c'est Colomb. 2, 0 coulomb. Tu te tais. Tu te tais. Sébastien qui a fait tout, le pire. Monsieur, alors là, vous la cassez, vous l'aurez. Il va lui casser. Mais Je suis pauvre. vous voulez, pour 5 €, je m'occupe de lui à la sortie. Vous n'envoyez plus la Alors, disons que c'est enregistré pour le moment, donc je ne peux pas encore te donner ma réponse. Monsieur, il faut passer. Monsieur, vous serez suspecté pour avoir dit ça. Franchement, on vous balancera pas. Monsieur, je cours vite. Oui, mais peut-être Raphaël. Oui, mais il a des bonnes chaussures, le prof. Alors, Ah, moi, j'ai dit que c'était des bonnes chaussures. Hein. on va rajouter quelque chose. J'ai pas de tableau périodique. Maintenant, vous allez devoir apprendre à lire le tableau périodique des éléments. Oh, c'est galère, ça. Un peu plus tard. On va voir On en comment a un dans le est-ce qu'on représente un élément chimique. Alors, la masse absolue. pour un élément chimique quelconque, pour un élément chimique, J'en mets un dans la feuille. C'est périodique? donc X, ça peut être le carbone, ça peut être l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, bref,
c'est un des éléments chimiques que l'on trouve dans le tableau périodique. C'est le dernier. On va l'écrire, on va avoir deux nombres qui vont être écrits. En bas à gauche, il va y avoir un nombre Z, Ah, j'avais en haut à appris ça. gauche, un nombre A. Ah, j'ai oublié. Ça, c'est ce qu'on appelle la symbolisation d'un élément chimique. C'est pas le nombre de protons et le nombre de Exactement. neutrons. Et oui, ils sont égaux, il y en a pareil. Alors, faut connaître leur nom. Z, c'est ce qu'on appelle le numéro atomique de l'élément. Ah, franchement, Ce numéro atomique, il correspond au nombre de protons contenus dans le noyau. Donc, si par exemple, je vous dis que le numéro atomique de l'oxygène, c'est 7, non, on va prendre l'hélium, que le numéro atomique de l'hélium, c'est 2, ça veut dire que son noyau possède 2 protons. Le lithium, Z égale 3. C'est le troisième élément chimique. Son noyau comporte 3 Il me semble que l'oxygène, c'est 8. et 8. Exactement. franchement, tu connais ça, moi. Ah, Non, mais je me suis dit carbone. C'est ce C'est qu'on carbone appelle- 6, azote 7. le nombre de masse, Ça veut dire quoi, le Q? la charge. Le nombre de masse, lui, correspond au nombre de nucléons. Et les nucléons, Ça représente la masse. c'est égal à quoi? À moins Z. Proton plus neutron. Proton plus neutron. Ah, mais du coup, si on n'a pas de Ah, c'est pour ça que. Ah bah oui, mais comment on peut trouver à partir de ZA le nombre de neutrons? Ah, il est À moins Z. exactement. A moins Z. Donc le nombre de neutrons, vous l'obtenez. Nombre de neutrons. Ah oui, c'est ça. Ah, le on truc. note grand N, et ça va juste être égal à A. moins. C'était ça le truc que j'ai oublié. Donc ça, c'est la première chose Ça, on qui l'a va être déjà fait. importante sur le noyau. Savoir lire dans le tableau périodique ces numéros à gauche. D'accord? Une fois qu'on a ça, je vais vous donner la définition d'un isotope. Oh, ça. J'allais demander ce que c'est, si on allait voir ça. Eh ben, voilà. Tu vas voir. Tu vas être content. Que sont des isotopes? C'est un truc, ça. C'est des atomes avec des neutrons en plus ou en moins. Et donc, Par rapport, ce sont des versions différentes avec des propriétés par différentes. exemple, est-ce que vous avez déjà entendu parler du carbone 14? Ah, non. Ça sert à quoi le carbone 14? À mesurer l'âge d'un objet Voilà. qui contient du carbone. À faire de la datation. Ah, c'est cool. Le carbone 14 est un isotope du carbone. C'est-à-dire c'est du carbone. Mais c'est pas du carbone comme vous pouvez le trouver directement dans le tableau périodique. Disons, c'est un carbone qui a un nombre de nucléons qui est différent du carbone classique. Donc, on va dire que les atomes sont isotopes s'ils possèdent le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent. Voilà ce que c'est que des isotopes. Ça, c'est quelque chose à connaître. Voilà tout ce que vous devez connaître sur le noyau. D'accord? Mais il n'y a pas un truc avec les ions?
Si, mais On ça, y c'est arrive. pas le noyau, ça. Avec ion fer 4 ou des Oui, trucs comme on y arrive. Oui, mais c'est pas le noyau. Quoi C'est juste les électrons, donc c'est pas pareil. J'enferme une chute sur la structure de l'atome en fin de petit exercice. 3. Le cortège électronique. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. L'atome est électriquement neutre. L'atome est électriquement neutre. Qu'est-ce que ça nous permet de conclure sur le nombre d'électrons dans le cortège électronique? Emmanuel, Il est égal au nombre de protons. il est égal au nombre de protons. D'accord, tout va être égal. Donc l'atome est électriquement neutre, donc il y a autant d'électrons que de protons. Voilà pour ça, ce sera simplement la première partie de ce cours, la structure de l'atome. Ce qu'on va faire après, on va regarder les caractéristiques de l'atome et on va s'intéresser plus précisément au cortège électronique. Ça sera là, on va faire un premier exercice. Pourquoi tu n'es pas mis dans le même ordre? Alors, on va faire le 13, page 80. 83 ou 84? 80. C'est pas pareil, hein. Oui. On t'excuse, on t'excuse. Donc, du coup, ce qu'on va faire, je vais vous marquer la liste de tous les exercices qu'on fera au fur et à mesure. Donc, on a le 13, page 81, le 14, page 81, le 17, page 4. Pour le moment, on va faire cela en théorie. Alors, dans cet exercice, le mercure, seul métallique, vide à température ambiante avec densité très élevée. En effet, tandis qu'une goutte d'eau a une masse de 35 mg, une même goutte de mercure a une masse presque 14 fois plus grande. Un des isotopes du mercure a pour notation symbolique HG 202. Il y a beaucoup de neutrons. Première chose, on vous demande la composition de cet atome. Alors, quand on demande la composition de l'atome, qu'est-ce qu'on doit donner? Eh ben, il faut l'expliquer, genre dire le nombre de neutrons, de protons et d'électrons. Voilà, c'est facile. Franchement, on a fait Z est égal à combien? 80. Il y a donc 80 électrons. non, 80 protons. 80 protons. Le Z vous donne l'indication du nombre de protons. Pourquoi ça? Alors c'est vrai qu'après vous allez dire oui, l'atome est électriquement neutre, donc il y aura le même nombre d'électrons. Ce ne sera plus vrai quand on va parler des ions. Mais là, c'est pas un. Pour l'instant, c'est pas un ion. Mais si vous commencez à prendre l'habitude à dire s'il y a des électrons parce que Z égale 80, c'est faux. Z vous indique le nombre de protons. Après, il faut rajouter. Ensuite, N
est égal à 202 moins 80, c'est-à-dire 122. 122. 122. Il y a donc 122 Neutrons. neutrons. Ça fait beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à identifier? Électrons. Et comment vous justifiez le nombre d'électrons? Paul. Comme l'atome est électriquement neutre, alors le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Et ça, il faut l'écrire à chaque fois. Comme l'atome est électriquement Non, je vais regarder la question. il possède 122 électrons. raté. Une chance sur 80. 80. 80. Là, j'ai dit neutrons. Et là, vous avez déterminé la composition de l'atome. Jeanne, si je t'avais demandé de me donner la composition du noyau, qu'est-ce que tu m'aurais répondu? Noyau. Les protons, oui. Mauvaise personne. Justement, c'est pour ça que je lui demande. En plus, ça devient rouge comme une pivoine. Mais quand monsieur je suis en physique, vous demandez à... Bah oui, mais t'es nul en physique parce que tu es en train de draguer vers Oh yo. Tyson, je dirais même. Moi je sais pas monsieur. Hein? Alors oui, et tu aurais été client, mais juste les protons et les neutrons. Si vous me rajoutez en plus les électrons, je compte faux. D'accord? Parce que les électrons, ils sont Parce autour. que les électrons ne font pas partie du noyau. Ils font partie de l'atome. Les électrons, ils sont autour. Ouais. Bah, ils tournent dans le corps. Ça va, indice. Ensuite, deuxième question. Non, mais c'est une question. Calculez la masse de cet atome. R. Comment vous allez faire pour calculer la masse de l'atome? On multiplie le nombre de neutrons et le nombre de protons par leur masse respective. Comment il sait Bah, vous savez que l'atome il est constitué par des protons, des neutrons et des électrons. Donc, vous allez dire que la masse de l'atome, c'est la masse des protons, de tous les protons, plus la masse des neutrons, plus la masse des électrons. Oh non. Oui. Vous avez mis comme l'atome est électriquement. Alors c'est Électrons neutres. C'est pareil. Monsieur? Ah, je vous aide, monsieur. Pour une fois qu'il suit, Il apporte à peine. toi tu te fais. Je n'écris pas, donc C'est en avance, hein. je décris. Le neutron, il faut toujours le mettre en majuscule là-bas. Le N. Oui. Donc on va dire que la masse de l'atome, il y a combien de protons dans un atome? Symbolisé par quel? 80. Dans un atome quelconque. Ah, Z. Z. Donc c'est Z multiplié par la masse d'un proton. Est-ce qu'on peut la mettre directement vu Non. qu'on la connaît? Enfin, Non. elle est fixe. Non, tu marques comme ça. D'accord. Plus, il y a combien de neutrons 122. dans un atome quelconque? N. N. Non. A moins Z. A. On met à moins Z ou N? Ouais, on va voir ça. Fois la masse d'un. Il y a combien d'électrons? Ah, d'électrons. Ah ben. Z. Z. Fois masse N. Masse d'un électron. Donc ça, ce serait la grosse formule qui vous permet de calculer la masse d'un atome.
C'est long. Et on va la simplifier. Déjà, on considère que la masse de l'électron est nulle. Alors, elle n'est pas nulle. Non, mais dans le calcul, on considère qu'elle est nulle. Un électron, c'est comment par rapport à un proton ou à un neutron? Il bouge. C'est tout petit. C'est minuscule. D'accord? Donc, on peut dire, comme la masse d'un électron, elle est très inférieure à la masse d'un neutron ou d'un proton, ben, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette expression? On va la simplifier. Ah oui, comment? Z fois MP fois ME, non, on peut pas faire ça. Si la masse des électrons est très petite devant la masse des protons et des neutrons, qu'est-ce que je peux dire? Par exemple, j'ai 40 kilos. Non, j'ai ça. Voilà. Cette bouteille qui pèse 1 kilo. D'accord? Et je rajoute dessus cette petite bouteille. Ah, elle est tombée. On voit ce que vous voulez dire. D'accord? Est-ce que ça change la masse de l'ensemble? Enlever ME. Pas trop. Après, un atome peut être précis. Donc au final, alors ça dépend de la pression de votre mesure. Mais c'est vrai que 1 kilo comparé à quelques milligrammes, c'est rien. Donc ça, je peux le négliger. Donc, dans cette formule, qu'est-ce que je pourrais faire? Je connais la masse des neutrons. Enfin, des électrons. Ça, je peux l'annuler. Je peux dire c'est tellement ridicule que ça vaut 0 comparé à un autre. On peut écrire, on a que la masse de l'atome, ça va être Z fois la masse d'un proton, plus A moins Z fois la masse d'un neutron. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a dit sur la masse des protons et la masse des neutrons? C'est la même. Pratiquement la même. Pratiquement. Or, masse d'un proton, c'est à peu près égal à la masse d'un neutron, qu'on va appeler masse d'un nucléon. D'accord? Donc à la place de MP et de MM, je peux mettre une masse de nucléon. On peut factoriser. Attends, pas de suite. Mais oui, je vais y arriver. Je peux donc dire que la masse d'un atome, c'est à peu près égal à Z fois la masse, on finit ça, d'un nucléon, plus A moins Z fois la masse d'un nucléon. Et je peux factoriser par quoi? Par masse de nucléon. Par la masse d'un nucléon. Ça va me donner Z plus A moins Z. Les Z me simplifient. Et il me reste juste que la masse d'un atome égale A. C'est à peu près égal à A multiplié par la masse d'un nucléon. Et donc c'est cette formule que vous allez utiliser Tout le temps. plutôt que celle-là. Oui, c'est là, c'est plus long. Et donc pour la masse d'un neutron, on utilise 1,600. Ce sera toujours 2. D'accord? Mais donc il n'y a pas de différence de précision entre les deux. Non. En seconde, on va faire ça la différence. Sur ça, dans 2 semaines. Non, il y a les vacances. À la rentrée. Oui. Non, Allez, encore un mois sans physique. Non, on a la semaine. Non, mais j'exagère, mais on a 3 semaines. Et ça en ligne, on voit la semaine prochaine. Bonne nuit. Ça dépend.